Il était plus de 9 heures quand la porte d'entrée s'ouvrit enfin. Nicolas entra avec l'air d'être revenu d'une guerre. Ses vêtements étaient couverts de suie noire, son visage strié de cendres et de sueur. La fureur maîtrisée de plus tôt avait été remplacée par quelque chose de plus froid, de plus dangereux. Ethan se leva aussitôt. « Rapport !» Le feu est éteint. Les hommes sont à l'hôpital. État stable. Le bâtiment est une perte totale, mais l'assurance couvrira la majeure partie. Nicolas retira sa veste et la jeta sur une chaise. « Il faut qu'on parle. » Quelque chose dans son ton serra l'estomac d'Élie d'appréhension. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Nicolas sortit son téléphone, fit défiler des photos puis le lui tendit. L'écran montrait un mur de l'entrepôt brûlé. Malgré les dégâts du feu, le message était clair. Peint à la bombe rouge sur les briques noircies, la serveuse ne pourra pas se cacher éternellement. Sous les mots, reproduits au pochoir avec une précision troublante, il y avait son visage. La même photo que sur l'avis de Prime, mais plus grande, plus visible. Quelqu'un avait pris le temps, pendant ou après l'incendie, de laisser ce message précis. Les mains d'Élie tremblaient, tandis qu'elle fixait sa propre image sur ce mur détruit. Il savait que l'entrepôt brûlerait. Et pourtant ils avaient pris le temps de lui adresser cette menace. « Il monte d'un cran », dit Nicolas doucement en reprenant le téléphone. « Ce n'était pas seulement pour endommager mes biens ou blesser mes hommes. C'était pour vous envoyer un message, pour rendre ça personnel. » Élie s'affaissa sur le canapé, ses jambes soudain incapables de supporter son poids. « Je croyais que vous aviez dit que la pression fonctionnait, qu'il reculait. » J'avais tort. L'aveu lui coûta visiblement. Ils ne sont pas intéressés par un recul. Ils veulent se venger. Et vous êtes le symbole de leur échec. Tant que vous êtes vivante, vous êtes la preuve qu'ils ne sont pas invincibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Élie leva les yeux vers lui. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Nicolas s'assit près d'elle, assez près pour qu'elle sente la fumée accrochée à ses vêtements. Ça veut dire que ce n'est plus temporaire. C'est permanent jusqu'à ce que nous imposions une résolution permanente. Ils ne cesseront pas de vous chercher. Pas dans quelques semaines, pas dans quelques mois. Pas tant qu'un camp n'aura pas gagné. Les mots se posèrent sur elle comme un linceul. Plus question de prétendre que ça passerait. Du de compte à rebours jusqu'à la liberté. C'était sa vie maintenant. Courir, se cacher, regarder par-dessus son épaule, vivre sous une menace constante. « Je comprendrai que vous soyez en colère, » poursuivit Nicolas, « que vous me reprochiez de vous avoir entraîné là-dedans. Mais il faut que vous compreniez une chose. » Il se tourna complètement vers elle, ses yeux sombres, intenses. « Je ne les laisserai pas vous faire du mal. Quoi qu'il en coûte, quoi que je dois faire, je vous garderai en sécurité. Ce n'est pas négociable. Même si cela signifie plus de violence. » La voix d'Élie sortit plus petite qu'elle ne l'aurait voulu. Même si cela signifie que des gens meurent. Oui. Cette honnêteté simple aurait dû l'horrifier. Peut-être l'aurait-elle horrifiée 3 semaines plus tôt, quand elle n'était qu'une serveuse préoccupée par son loyer et ses pourboires. Mais elle avait trop appris de son monde depuis. Compris que dans certains cercles, la protection exigeait de la force, et que la force exigeait parfois de la violence. « J'ai peur, » admit-elle doucement. « Vous devriez. » dit Nicolas. « La peur garde prudent, elle garde en vie. Mais vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous m'avez moins. Vous avez Ethan et toute mon organisation qui travaille à éliminer cette menace. Nous trouverons un moyen d'y mettre fin. » Élie regarda son propre visage sur l'écran de son téléphone, peint à la bonde, sur le mur d'un entrepôt brûlé comme une cible. Comment met-on fin à quelque chose comme ça ? En faisant en sorte que continuer l'heure coûte plus cher que de renoncer, expliqua Nicolas. Nous avons coupé leurs revenus. Maintenant, nous coupons plus profondément. Nous visons leur direction, leurs opérations, leur réputation. Nous leur faisons comprendre que s'en prendre à vous coûte plus que votre vie ne vaut pour eux. C'était froid, calculé, entièrement pragmatique.
et Élie réalisa avec une clarté troublante qu'elle n'avait pas de meilleure option. « Je ne veux pas que des gens soient blessés à cause de moi, dit-elle. Des gens sont déjà blessés. 3 de mes hommes ce soir. C'est sur les Albanais, pas sur vous. » La mâchoire de Nicolas se tendit. « Vous n'avez pas commencé cette guerre. Vous vous êtes simplement trouvé au bon endroit au bon moment pour me sauver la vie. Tout ce qui a suivi est la conséquence de leurs actes, pas des vôtres. » Élie voulait le croire, voulait s'absoudre de la responsabilité de la violence qui se déployait depuis un seul moment d'instinct. Mais elle n'y parvenait pas tout à fait. « Venez, dit Nicolas en se levant, lui offrant sa main. Vous avez fait du pain, je le sens, et je n'ai rien mangé depuis ce matin. » Le passage soudain à la normalité était déroutant, mais Élie prit sa main et le laissa l'aider à se lever. Ils passèrent à la cuisine où le pain refroidissait sur le comptoir, à côté de la marmite de soupe. Elle les servit tous les deux en silence, le rituel domestique étrange, sur fond d'incendie criminel et de menaces. Nicolas mangea méthodiquement, manifestement affamé, malgré le chaos de sa journée. « C'est excellent, dit-il après la 3e cuillerée. La recette de ma grand-mère, répondit automatiquement Élie. Ils mangèrent sans parler davantage, mais ce n'était pas inconfortable. Juste 2 personnes partageant un repas, après une journée épuisante, trouvant un petit réconfort dans des choses simples. Quand Nicolas partit enfin se doucher pour enlever la fumée et la suie, Élie resta dans la cuisine nettoyant lentement. À travers les fenêtres, Manhattan brillait de millions de lumières. Quelque part dehors, des gens la cherchaient. Ils planifiaient, complotaient, attendaient une opportunité. Mais à cet instant, dans cet appartement luxueux avec des hommes dangereux qui la protégeaient, Élie était vivante. Elle était en sécurité. Et demain, elle continuerait à construire quelque chose de réel à partir des décombres de sa vie interrompue. Ce n'était pas l'avenir qu'elle avait imaginé 3 semaines plus tôt, mais c'était celui qu'elle avait maintenant. Et elle avait appris que survivre signifiait s'adapter, pas s'accrocher à ce qui existait avant. L'appel arriva à 6 heures du matin, arrachant Élie à un sommeil agité. Elle entendit la voix de Nicolas à travers les murs, tranchante et maîtrisée, donnant des ordres avec cette précision sèche qui signifiait que quelque chose avait très mal tourné. Quand elle fut habillée et sortie de sa chambre, l'appartement se remplissait déjà d'hommes en costumes sombres, tous se déplaçant avec une urgence méthodique. Ethan la rejoignit dans le couloir. « Conférence aujourd'hui. Nicolas veut que vous soyez là. » « Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Une fuite dans l'organisation, » dit Ethan sombrement. « Nous avons trouvé la source. Maintenant, nous devons nous en occuper. » 2 heures plus tard, Élie se retrouva dans une partie du monde de Nicolas qu'elle n'avait encore jamais vue. Ils avaient roulé jusqu'à un immeuble de bureaux anonyme à Midtown, pris un ascenseur privé jusqu'au dernier étage et pénétré dans ce qu'on ne pouvait décrire que comme une forteresse. La salle de conférence était sans fenêtre, avec des murs qui semblaient renforcés, et une porte qui se scella dans un clic audible quand Ethan la referma derrière eux. Nicolas se tenait à la tête d'une longue table, portant encore le costume de la veille avec l'air de ne pas avoir dormi. 6 hommes occupaient les chaises autour de la table, tous plus âgés que Nicolas d'au moins une décennie. C'étaient ses associés principaux, comprit Élie, le cercle intérieur, des hommes qui étaient probablement dans cette vie depuis plus longtemps qu'elle n'était en vie. « Asseyez-vous là, » dit Nicolas en indiquant une chaise contre le mur, à l'écart de la table. « Vous devez entendre ça. » Élie s'assit douloureusement, consciente d'être la seule femme dans une pièce remplie d'hommes dangereux. Ils la regardèrent tous avec divers degrés de curiosité et de suspicion, mais aucun ne contesta sa présence. Si Nicolas voulait qu'elle soit là, elle était là. « Messieurs, » commença Nicolas, sa voix portant une autorité absolue malgré l'épuisement dans ses yeux. « Nous avons un problème. Depuis 3 mois, les Albanais opèrent avec des renseignements qu'ils ne devraient pas avoir. Ils connaissaient le calendrier des expéditions de l'entrepôt. Ils savaient quelles propriétés nous utilisons pour le stockage. Ils savaient que mademoiselle Wells était protégée ici. Un tel niveau de détail ne vient pas de la surveillance ou de coups de chance.
Il vient de l'intérieur. La température de la pièce sembla chuter. Les 6 hommes échangèrent des regards à méfiance, remplaçant leur posture détendue. « Je veux être très clair, » poursuivit Nicolas, ses yeux sombres allant de visage en visage. « Je n'accuse personne à cette table. Vous êtes ici parce que vous êtes les seules personnes en qui j'ai encore entièrement confiance. Mais quelqu'un ayant accès à des informations opérationnelles les a données à nos ennemis. Quelqu'un d'assez proche pour connaître les horaires, les lieux, les mouvements financiers. Et nous allons l'identifier aujourd'hui. » L'un des hommes plus âgés, aux cheveux gris et avec une cicatrice traversant son sourcil gauche, se pencha en avant. « Nicolas, nous travaillons ensemble depuis 20 ans. S'il y a un rat, je t'aiderai à le trouver et à m'en occuper personnellement. » « J'apprécie, Vincent. » Nicolas hocha la tête. « C'est pour cela que je vais poser à chacun de vous des questions directes sur vos déplacements et vos communications des 3 derniers mois. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une élimination. Nous blanchissons tous ceux qui sont dans cette pièce, puis nous élargissons la recherche. » Pendant l'heure suivante, Élie regarda Nicolas interroger méthodiquement chaque homme. « Où étiez-vous à des dates précises? À qui avez-vous parlé en dehors de l'organisation? Avez-vous remarqué un comportement inhabituel chez d'autres associés? » Les questions étaient détaillées, spécifiques, posées avec une précision calme, qui indiquait qu'il n'y avait aucune place pour l'évitement. Les hommes répondirent honnêtement, ou du moins en donnèrent l'impression. Ils fournirent des alibis, expliquèrent des réunions, offrirent des informations sans retenue. Nicolas prenait des notes, échangeant parfois à voix basse avec Ethan, assis à côté de lui, avec un ordinateur portable ouvert. Enfin, Nicolas leva les yeux de ses notes. « Merci à tous. Cela nous donne ce qu'il faut pour resserrer la recherche. Ethan, montre-leur. » Ethan tourna l'ordinateur pour que l'écran fasse face à la table. « Nous menons des analyses numériques depuis une semaine, discrètement, sans alerter personne en dehors de cette pièce. Ce que nous avons trouvé, c'est un schéma de transfert non autorisé depuis l'un de nos comptes opérationnels secondaires. De petits montants au début, 3 à 5 000 $, puis plus importants. En 3 mois, environ 47 000 $ ont été envoyés vers un compte offshore aux îles Caïmans. Il fit défiler plusieurs écrans montrant des relevés bancaires, horodatage, adresses, IP. Nous avons aussi trouvé des emails cryptés envoyés depuis un ordinateur ayant accès à notre réseau sécurisé. Le chiffrement était bon, mais pas assez. Nos techniciens ont retracé le serveur de destination jusqu'à Queens. Plus précisément, jusqu'à un lieu que nous avons identifié comme un centre de communication albanais. Le visage de Vincent s'assombrit. Qui, l'expression de Nicolas aurait pu être sculptée dans la pierre. Carlo Grimaldiro. Le nom frappa la pièce comme un coup physique. Plusieurs hommes réagirent avec un choc visible. L'un jura violemment en italien. Un autre secoua simplement la tête, visiblement incrédule. Carlo? Vincent semblait sincèrement stupéfait. Il est avec nous depuis 8 ans. Il gère toutes les finances des affaires légitimes. Bon sang, Nicolas, si c'est tout des opérations légales. Exactement, dit Nicolas froidement. Ce qui en faisait la source parfaite pour les Albanais. Il avait accès aux registres immobiliers, aux horaires de transport, aux portefeuilles d'investissement. Il savait quels bâtiments nous possédions, lesquels nous louions, lesquels nous utilisions pour le stockage. Et il vend ces informations depuis 3 mois. Ethan afficha d'autres documents. Nous avons trouvé la motivation. Carlo a un problème de jeu. Ça a commencé petit parti de poker à Atlantic City. Mais il s'est enfoncé partie clandestine à plus gros enjeux. Il a accumulé 180 000 $ de dettes auprès d'un casino contrôlé par des intérêts albanais. Ils lui ont proposé un accord. Leur donner des informations et la dette disparaissait. « Où est-il maintenant ?» demanda un autre homme. « En train d'être récupéré, » répondit Nicolas. « Il devrait arriver dans l'heure. Je voulais d'abord vous informer tous, m'assurer que chacun comprenne l'ampleur de la trahison avant que nous l'affrontions directement. » La porte de la salle de conférence s'ouvrit
et 2 hommes entrèrent escortant un troisième entre eux. Carlo Grimaldiro était dans la cinquantaine, dégarni avec la silhouette molle de quelqu'un qui passait ses journées derrière un bureau. Il avait l'air terrorisé, le visage pâle et couvert de sueur malgré l'air conditionné frais. Les 2 hommes le poussèrent dans une chaise au bout de la table. Les yeux de Carlo parcoururent la pièce, observant les hommes rassemblés pour finir par se poser sur Nicolas, avec quelque chose qui ressemblait à un espoir désespéré. « Nicolas, il y a une erreur !» commença Carlo, la voix tremblante. « Quoi que tu penses que j'ai fait, tu as volé 47 000 $ dans les fonds opérationnels, » l'interrompit Nicolas d'un ton plat et sans émotion. « Tu as envoyé des emails cryptés contenant des informations confidentielles sur nos propriétés et nos opérations à des contacts albanais. Tu fais cela depuis 3 mois. Ce ne sont pas des accusations, Carlo. Ce sont des faits appuyés par des preuves numériques qui tiendront devant n'importe quel tribunal pénal ou autre. » Le visage de Carlo se décomposa. « Je peux expliquer, ils m'ont forcé, je n'avais pas le choix. »« Tout le monde a le choix, » dit Nicolas froidement. « Tu as choisi de jouer de l'argent que tu n'avais pas. Tu as choisi de continuer à jouer alors que tu savais que tu te noyais dans les dettes. Tu as choisi d'accepter leur offre au lieu de venir me demander de l'aide. À chaque étape, c'était ton choix. »« 180 000 $, dit Carlo avec désespoir. Comment étais-je censé te demander une telle somme ? Tu aurais voulu savoir pourquoi, et je ne pouvais pas te parler du jeu. Tu aurais perdu confiance en moi. »« J'ai perdu confiance en toi au moment où tu as vendu des informations sur mes opérations à mes ennemis, répondit Nicolas. Le jeu, j'aurais peut-être aidé. Peut-être que je t'aurais mis en traitement organisé, un plan de remboursement, quelque chose. Mais tu es allé vers les Albanais à la place. Tu leur as donné des détails sur les horaires d'entrepôt. Tu leur as dit quelles propriétés nous utilisons et quand. Tu as mis en danger chaque personne de cette organisation, y compris une femme innocente qui n'a rien à voir avec notre monde. Sa voix descendit encore plus dangereuse. L'incendie de l'entrepôt. 3 hommes ont été blessés parce que les Albanais savaient exactement quand et où nous frapper. Ils le savaient parce que tu le leur as dit. Tu n'es pas seulement un voleur, Carlo. Tu es responsable d'avoir envoyé mes hommes à l'hôpital. Carlo pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage. Je ne leur ai jamais donné d'informations sur des personnes, je le jure, juste des chiffres, des dossiers financiers, des adresses de propriété. J'ai fait en sorte que ce soit seulement de la logistique, rien qui puisse blesser quelqu'un. Tu crois que la logistique et la violence sont séparées, cracha Vincent depuis l'autre côté de la table. Tu crois qu'ils voulaient des adresses pour envoyer des cartes de Noël ? Ils ont utilisé tes informations pour planifier des attaques, pour cibler nos opérations, pour menacer mademoiselle Wells précisément. Tu as rendu tout ça possible. Ellie était restée silencieuse tout au long de la confrontation, assise contre le mur et observant. Maintenant, elle comprenait pourquoi Nicolas avait voulu qu'elle soit là. Ce n'était pas seulement une trahison au sein de son organisation, c'était à propos d'elle. Les informations vendues par Carlo avaient directement aidé les Albanais à la cibler, à savoir où elle était protégée, à intensifier leurs menaces avec précision. « Qu'est-ce que tu leur as dit sur mademoiselle Wells ?» demanda Nicolas, sa voix mortellement calme. Carlo secoua frénétiquement la tête. « Rien, je le jure ! Je ne savais même pas qui elle était, jusqu'à ce que je voie les infos sur la voiture piégée. Ils n'ont jamais demandé de personnes précises, seulement des lieux et des horaires. Mais tu savais que nous utilisions la propriété de l'Upper East Side pour de la protection. » Carlo hésita, puis hocha misérablement la tête. Ils ont demandé quelle propriété n'était pas utilisée pour les affaires. Je leur ai parlé des résidences. Je ne savais pas pourquoi ils voulaient le savoir. Je pensais qu'ils cherchaient peut-être des cibles à frapper quand il n'y aurait personne. Jésus-Christ, marmonna Ethan. Nicolas resta parfaitement immobile, mais Ellie pouvait sentir la fureur rayonner de lui par vagues. 8 ans. Je t'ai confié les finances de mes affaires légitimes. Je t'ai laissé voir des dossiers qui pourraient nous détruire s'ils tombaient entre de mauvaises mains. Je t'ai invité à des dîners de famille. Et tu as remboursé cette confiance en me vendant pour des dettes de jeu.
Je suis désolée, sanglota Carlo. Tellement désolée. Je rendrai l'argent. Je témoignerai contre les Albanais. Tout ce que tu veux, je le ferai. S'il te plaît, ne... Ne quoi? Nicolas se pencha en avant. Ne t'élimine pas. C'est ce que tu crois que c'est. Carlo ne put pas répondre, continuant simplement à pleurer. Nicolas se leva, boutonnant sa veste avec des gestes précis. Tu es démis de toutes tes fonctions avec effet immédiat. Tous tes accès à nos systèmes sont révoqués à cet instant. Les 47 000 que tu as volés seront remboursés avec intérêt, ou nous saisirons des actifs jusqu'à ce que la dette soit réglée. Tu n'auras plus aucun contact avec qui que ce soit dans cette organisation. Si tu reparles aux Albanais, si tu souffles un mot de nos opérations à qui que ce soit, tu découvriras qu'il existe des conséquences bien pires que la mort. Il se tourna vers les deux hommes qui avaient amené Carlo. Sortez-le d'ici. Assurez-vous qu'il comprenne que sa coopération dans cette affaire est la seule raison pour laquelle il sortira vivant. Ils relevèrent Carlo et le traînèrent vers la porte. Il essaya de dire autre chose, mais l'un des hommes l'interrompit, d'une main posée sur son épaule. La porte se referma derrière eux dans un bruit sourd. Le silence remplit la salle de conférence.